Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien. J'ai passé une belle matinée ce matin. J'étais avec une partie de l'équipe du magazine Innovation en éducation. Si vous ne le saviez pas, on édite un magazine depuis 4 ans maintenant, puisqu'on en est au numéro 26. Magazine Innovation en éducation qui est dédié aux parents, aux enseignants, aux professionnels du monde de l'éducation. D'ailleurs, tiens, je dois avoir des petites affiches. Tiens, ça c'est la dernière couve du magazine qui est sorti, numéro 25, autour de la santé mentale, qui est un vrai enjeu d'ailleurs national. Je ne sais pas si vous le saviez, mais notre cher et tendre gouvernement a reconnu que la santé mentale était un enjeu majeur pour l'année 2025. Donc pour nous, c'était important de faire un magazine là-dessus. Puis en fait, on a fait plein de magazines. Je peux vous montrer, j'ai des couves. Là, c'était le numéro 24 sur les profs inspirants. 30 méthodes qui marchent. On a fait un magazine aussi sur les problèmes d'attention. Ouais, c'est vraiment en tout cas pour nous, c'est le sous-titre, c'est le nouveau mal du siècle, problème d'attention, magazine sur la famille c'est compliqué, sur la crise d'ado, sur l'éducation positive, le harcèlement scolaire, l'intelligence artificielle appliquée dans le monde de l'éducation et j'en passe, je vais pas toutes vous les montrer. Et donc voilà, on était en train de préparer l'édition numéro 28 ce matin, c'est toujours très intéressant parce que c'est un vivier de créativité. On imagine vraiment concrètement ce dont on va parler en fait dans le magazine, ce qui nous semble important. Et j'adore tous ces moments de créativité, vous savez, de brainstorming et tout. C'est assez passionnant. Puis c'était l'occasion aussi de revoir notre rédacteur en chef qui s'était absenté pendant un mois. Donc c'était un bon moment. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie-Lise Trécourt. On va parler notamment de la conférence qu'elle va donner au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous autour de l'ikigai ? Je vous rappelle que le congrès a lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Ça arrive bientôt. Si vous voulez prendre vos places, vous pouvez prendre vos places. Il reste 170 places de mémoire. On va être à peu près 700 personnes sur place. C'est un lieu qui est magnifique. Si vous ne connaissez pas le Palais des Congrès à Arcachon, vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous allez voir. En fait, ça donne juste devant la plage. Donc j'adore cette idée qu'on pourra aller se baigner pendant les pauses, pour ceux qui en ont envie, notamment pendant la pause de midi qui dure 2 heures. Et puis à la fin du congrès, j'invite tout le monde à prendre leur maillot de bain, parce qu'on ira tous se baigner. On a fait ça pendant la première édition, c'était au mois de novembre, donc il faisait froid. On était quand même, je pense, au moins entre 100 et 200 personnes à l'eau. Donc là, j'espère qu'on sera 600 à l'eau. Ça va faire de belles images, ça va être un bon moment, ça va être très sympa. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisée autour du congrès. Donc le congrès C'est quoi le bonheur pour vous, le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Et on retrouve tout de suite après Marie-Lise. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça.
Et vous voyez, c'est des bonnes vibes, ça fait vraiment du bien de se retrouver tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est entre personnes qui partagent probablement des valeurs communes, en tout cas qui ont fait ce choix de prendre soin d'elles-mêmes, d'essayer d'avancer, comme on dit très souvent, vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est vrai que on peut souvent se sentir seul, en fait, dans nos coins respectifs de France et ailleurs, dans nos réflexions, dans notre perception du monde et de plein de choses. Et donc, du coup, rien que pour ça, je trouve que ça fait du bien, ça redonne foi en l'humanité. Je vous laisse imaginer 700 personnes qui vibrent de la même manière. Ça fait un bon égrégore positif, une belle énergie. Donc, rien que pour ça, à titre personnel, déjà, moi, ça me fait aussi beaucoup de bien de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment un moment assez unique et c'est que 2 jours dans l'année. Sachant que ce congrès a lieu tous les 2 ans. Donc, si vous ratez cette deuxième édition, maintenant, ce sera en 2027. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et puis, voilà, Arcachon, c'est un lieu qui est très sympa. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, de rester quelques jours parce que le 14 juillet, c'est férié. Et vous voyez, le congrès, c'est le 12, le 13 juillet. Donc, l'occasion de rester une journée ou 2 jours de plus pour profiter un petit peu des bonnes vibes d'Arcachon. Je vais faire apparaître Marie-Lise tout de suite. Coucou Marie-Lise. Julien. Comment vas-tu ? Ça va, je t'écoutais, j'avais tellement hâte d'être déjà au mois de juillet à Arcachon. Ouais, ça va être trop bien. Alors, on est ensemble pendant une petite demi-heure, Marie-Lise, donc le temps va passer très vite. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter pour savoir qui tu es, Marie-Lise. Dis-nous tout. Ok. Je suis... c'est difficile de se qualifier sans parler tout de suite de sa profession, mais pour autant, c'est peut-être ça qui va être intéressant là. Après avoir travaillé 20 ans dans le monde de l'entreprise, j'ai décidé de me consacrer à une de mes passions qui était l'écriture. Et de fil en aiguille, je suis devenue autrice de 13 romans publiés maintenant et 5 guides pratiques de développement personnel. Et à côté de ça, je suis coach professionnel spécialisé en Ikigai. Magnifique, déjà 13 livres, incroyable. Qu'est-ce que l'ikigai, Marie-Lise ? L'ikigai, c'est un mot japonais, c'est une philosophie japonaise à la base. En fait, l'ikigai, c'est comme ça qu'on a qualifié cette façon de vivre d'habitants du Japon, d'Okinawa plus précisément. Ces habitants-là, on a découvert qu'ils vivaient centenaires, la plupart, et en bonne santé et heureux. Et donc, on s'est demandé quel était leur secret. À ces braves Okinawaïens. Et donc, on en a défini des règles. Et aussi, on l'a étendu en Occident à un outil qui nous permet de trouver ce qui est indispensable à notre épanouissement. Donc, en fait, moi, j'appelle ça les ingrédients de notre épanouissement. Donc, pour aller plus précisément sur cet outil-là, c'est un outil qui nous permet soit de trouver une nouvelle activité professionnelle, c'est souvent le cas quand on fait appel à moi, soit un nouvel équilibre de vie pour équilibrer notre vie pro, notre vie perso, ou bien de vivre différemment, d'inclure dans notre vie des activités plus épanouissantes, de prendre le temps de se poser. Voilà, en résumé, c'est ça l'ikigai pour moi. Alors, moi, ce que j'avais retenu de mon côté, c'est quand on arrive finalement dans le monde du travail à vivre ce qu'on appelle le flow. C'est être dans le flow. Alors, on ne peut pas être dans le flow tout le temps. C'est génial quand on est dans ces moments de flow. Ces moments où on ne voit pas le temps passer tellement on est absorbé. Donc, ça suppose un niveau de complexité un petit peu élevé, mais pas trop. Si c'est trop facile, on s'ennuie. Si c'est trop dur, ça stresse. Donc, on est dans cet état-là et on est bien. Mais c'est compliqué quand même de le maintenir H24. Et donc, c'est de trouver cette manière de travailler où on est challengé un petit peu. Mais en fait, on est dans le stress optimal. Le stress, on dit toujours que c'est un mot tabou. Mais en fait, le stress, c'est bien quand il est optimal. Quand il est en excès, il est mauvais. Et donc, cet état où on est challengé, on est présent, on est attentif, on a envie de participer. Ça, c'est être dans le bon stress. Et l'ikigai nous permet de savoir qu'est-ce qui est important pour nous pour mettre en place tout ça. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a des outils qui sont applicables pour tout le monde ? Oui, carrément. L'ikigai, c'est valable pour tout le monde. Moi, j'accompagne aussi bien des jeunes qui cherchent à trouver leur orientation professionnelle, l'orientation scolaire, bien sûr beaucoup d'actifs, et même des retraités qui regrettent que leur vie manque de sens, en fait. Elles ne savent plus qui elles sont déjà, ces personnes retraitées, et comment ajouter du sens, de la joie de la vie dans leur quotidien. Ah oui, alors ça, c'est une branche auquel je n'avais pas pensé. Tu veux dire que tu proposes aussi l'ikigai pour les retraités ? Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai quelques retraités. Alors, c'est pas la majorité des personnes que j'accompagne, mais c'est vraiment c'est important quand en fait,
Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, présente-toi, et tout de suite, je t'ai parlé de mon métier. Et quand on n'a plus de métier, on est qui? Et donc, si on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on peut faire, quel est le sens de notre vie. Et là, c'est vraiment important de se reposer ces questions-là. Comment je peux construire une vie épanouissante pour moi aujourd'hui, en dehors de mon métier, de mon rôle de je ne sais pas quoi? Ça, c'est une vraie question. Tu sais, là, le 15 avril, je ne sais pas si tu le sais, mais le 15 avril, je donnais une conférence en ligne pour l'Agir Carco, c'est la complémentaire retraite. Et donc, on est vraiment là au cœur du sujet. Donc, c'était des personnes qui étaient entre 60 et 70 ans, on va dire. Et effectivement, en fait, cette notion de sens est complètement absente quasiment en fait pour beaucoup d'entre eux. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Et tu parlais des zones bleues. Et on a remarqué d'ailleurs que dans les zones bleues, la plupart de ces centenaires qui vivent en parfaite santé ont encore du sens justement dans leur vie. Ça fait partie des ingrédients, quoi. C'est ça. Les zones bleues, ce sont les parties du monde où on retrouve ces mêmes règles, les règles que j'évoquais là sur l'ikigai, de manger d'une certaine façon, de bouger, de réduire son stress, d'avoir un but dans la vie, d'être en lien avec sa famille, avec d'autres personnes. Voilà, toutes ces règles-là, on les retrouve dans ces différentes parties du monde. Et alors oui, ce sont des règles de base, mais pour autant, est-ce qu'on le fait tous? Ça reste à voir. Oui, c'est clair. Justement, est-ce que à travers ta conférence, tu vas apporter des outils aux personnes qui vont être présentes? Parce que je rappelle que c'est des conférences qui sont participatives. Donc, nous, on a vraiment envie que le public vive des expériences. Donc là, tu vas leur transmettre des outils très concrets, c'est ça? Oui, carrément. Je vais les inviter. Alors, à trouver l'ikigai. Alors, pour aller plus en détail sur l'ikigai est matérialisé chez nous sous forme de 4 cercles qui se rejoignent en leur centre. Le premier cercle, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me passionne. Le deuxième cercle, c'est toutes mes compétences, mes savoir-faire, mes réussites. Et ce qui m'intéresse, moi, plus précisément, c'est tout mon savoir-faire personnel, pas forcément professionnel. Le troisième cercle, c'est mes valeurs et ce que je peux apporter au monde. Alors, quand on dit au monde, ça peut faire peur, aux autres. Et moi, le quatrième cercle, je l'ai rebaptisé mes activités idéales. Normalement, on l'appelle ce pourquoi je peux être payé. Mais moi, je pense qu'il y a des activités comme pour les retraités, on n'est pas forcément payé, mais c'est très important quand même. Ouais. Et donc, en fait, moi, je pose des questions. Je vais poser des questions aux spectateurs. Qu'est-ce qui vous passionne? Et puis, je vais poser des questions précises pour les amener à trouver des réponses. Donc, dans ces 4 cercles, je vais poser des questions. Et bizarrement, il y a des choses qui vont revenir. Il y a des thèmes qui vont revenir. En ce qui me concerne, c'était l'écriture. Quand j'ai fait mon ikigai il y a quelques années où ma vie manquait de sens, l'activité d'écrire et de partager, c'est revenu dans les 4 cercles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce qu'on peut être payé pour faire ça? Alors, je n'y croyais absolument pas à cette époque-là, mais je l'ai fait pour mon plaisir. Et finalement, c'est devenu mon métier. J'allais bifurquer sur le bilan de compétences qui parfois se cantonne en fait à quelque chose de forcément rémunérateur, alors que l'ikigai est plus global selon moi, parce qu'il permet aussi d'avoir des activités de loisirs qui peut-être peuvent se transformer en métier. Et donc ça, c'est un des outils que je vais proposer aux spectateurs, de trouver leur ikigai, c'est-à-dire les ingrédients indispensables à leur épanouissement. Ça peut être l'écriture, la création, la créativité, ça peut être la nature, l'humour, ça peut être le partage, les voyages, je ne sais pas. Voilà, on va définir 3, 4, 5 ingrédients comme ça. Et ensuite, on va dire, OK, dans ma vie actuelle, de quelle manière ces ingrédients-là sont présents? Ils sont absents, présents, suffisamment, pas assez. Bon. Et donc, à partir du moment où c'est pas assez, on va dire, OK, pour l'activer cet ingrédient-là, je vais faire telle et telle action. Je vais, si j'aime l'humour, je vais aller voir des spectacles, je vais m'inscrire dans un cours de stand-up, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est bien beau de trouver son ikigai, le plus important, c'est de le faire vivre au quotidien. C'est quelles actions je mets en œuvre pour activer ces ingrédients-là. Et c'est comme ça que je peux être pleinement épanouie. Oui, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui manque en fait dans notre société, c'est ce passage à l'action, tu sais. On est d'accord? Toi aussi, tu peux observer ça, ouais. Okay. Complètement. Tu vois, non, tu vois pas, mais derrière moi, j'ai tout un tas de livres ici aussi. Des livres de développement personnel, j'en ai plein, j'en raffole. Mais c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a fermé le livre, OK, maintenant, il faut que je m'en serve. Et c'est ça le plus dur. Et c'est pour ça que j'apprécie mon métier de coach, c'est que moi, je partage tout un tas de choses avec les personnes que j'accompagne, mais OK, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ton défi pour la prochaine fois? Et c'est ça le plus dur parce que ça nous confronte à des peurs, la peur de l'inconnu, ça nous confronte parfois à notre identité. Et c'est pour ça que ça peut être bien d'être accompagné. Si on est tous ensemble dans ce congrès-là et qu'on continue à partager ensemble et qu'on s'entraide, je suppose que les gens vont se faire des amis parmi le public et on peut continuer ensemble, on se dire voilà, mais moi j'ai fait telle action, je me suis lancé tel défi, j'avance vers mon ikigai. Je trouve que ça peut être chouette.
Oui, d'ailleurs, c'est un bon rappel. Je rappelle pour les gens qui arriveraient tout de suite que Marie-Lise, tu viens donner une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, c'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Ça va être un moment très, très fort, comme tu le dis, avec toutes ces personnes-là qui vont être présentes. Est-ce que tu sais, l'ikigai, là, depuis, je sais pas, allez, pour résumer, depuis une dizaine d'années, j'ai le sentiment que ça a le vent un peu en poupe, tu sais, comme si c'était, on parle très souvent d'ikigai. On parle d'ikigai aussi à l'école. En tout cas, ce mot-là revient très souvent. Est-ce que tu as le sentiment qu'il a perdu ses lettres de noblesse ou est-ce qu'il est encore bien utilisé, tu sais? Alors, moi, j'ai pas forcément la même perception parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle 50 exercices pour trouver son ikigai, vivre de ce qui vous fait vibrer. Et quand je suis en salon, soit il y a des personnes qui connaissent l'ikigai et disent « Ah ben super, voilà, ça m'intéresse, je connais », ou voilà, on voit ce mot-là, ikigai, ça ne veut pas dire grand-chose en français. Et donc, il y a encore, je crois, besoin de faire connaître ce mot-là, cet outil-là, qui est un outil qui est génial, hein, qui m'a fait passer d'une activité salariée à cette activité de créatrice que j'adore. Je pense qu'il a encore beaucoup d'années devant lui, ce mot-là, cet outil-là, et qu'il mérite vraiment d'être plus connu. Tu sous-entends que sans la découverte de l'ikigai, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de parler avec moi? Je crains d'être une vieille dame aigrie. Ah ouais. Je crois bien que mon métier commençait vraiment, alors que j'ai choisi, hein, c'est un métier pour lequel j'ai étudié, mais il manquait franchement de sens et de joie et c'était étouffant, c'était vraiment étouffant. Et l'écriture je ne vais pas dire m'a sauvée, j'étais pas en détresse, mais ça aurait pu le devenir à force. Tu sais, ça me fait penser à une chose, peut-être aussi pour donner des exemples aux personnes qui nous écoutent. Moi, plus jeune, avec mon frère, donc je sais pas, j'étais vraiment jeune, peut-être une dizaine d'années, on s'enregistrait des fausses radios, tu sais, avec les cassettes. Donc, on avait un micro et tout, on faisait des fausses radios avec des faux invités. Mais on faisait ça, en fait, c'est pour s'amuser. Et j'avais jamais imaginé, bien évidemment, à cet âge-là, que 20 ans après, j'allais interviewer 1500 personnes. Et tu vois, et en fait, c'était une facilité. C'était, comme tu dis, tu sais, un talent inné. Je pense que c'est ça, en fait, que tu mets en lumière à travers l'ikigai, c'est ça? Notamment. Et souvent, les personnes ne se rendent pas compte. Elles n'appellent pas ça un talent inné parce qu'elles vont toujours dire « Oui, mais il y a mieux que moi. » Oui, ok, il y a peut-être mieux que toi. Mais il y a ce que tu sais faire toi et il y a ta voix à toi. Il y a ta façon de le faire à toi. Et c'est ça qui est intéressant. Des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais bien écrire un livre, mais il y a déjà plein d'auteurs. » Ok, ben alors j'arrête de travailler. Alors s'il y a plein d'auteurs, je me tais. Mais il n'y a pas ta façon à toi d'écrire. Il n'y a pas ta sensibilité, il n'y a pas ton parcours, il n'y a pas ton histoire. Donc oui, l'important, comme tu le disais, c'est de faire ressortir nos talents sans que les personnes aient l'impression d'être prétentieuses, parce qu'il y a l'extrême inverse. Je ne veux pas passer pour prétentieuse en disant que je sais faire ça. Mais tu n'es pas prétentieuse, c'est factuel. Tu sais faire ça, point. C'est tout. Ça, c'est incroyable ce que tu soulignes, tu sais, cette tendance qu'on a, l'être humain, à se trouver tout le temps des prétextes et des excuses. C'est incroyable. C'est fou. Et je crois même que c'est assez culturel. J'ai l'impression, de ce que j'en sais, que par exemple, aux États-Unis, c'est bien vu de dire qu'on sait faire cette chose-là. C'est OK. Et c'est factuel. Enfin, tout va bien. Oui. Mais en France, on nous a appris tais-toi un peu, reste dans ton coin, la ramène pas, sois pas prétentieuse. Ouais. C'est fatigant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a vraiment un conditionnement sociétal qui est très, très fort, en fait. C'est un peu comme si on nous empêchait de nous épanouir, de notre créativité, de notre élan, en fait, de se mettre vraiment en lumière, hein, quelque part. Quoi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui restent comme ça dans l'ombre. Hein. C'est dommage. Ben oui. C'est dommage, alors que c'est factuel, tu vois. Ça nous constitue. Tu es un homme, je suis une femme, on sait que tu sais faire des trucs, je sais faire des trucs. Ok, point, ça ne nous rend pas prétentieux de le dire. C'est juste ça. Non, puis c'est même génial, en fait. Ça veut dire qu'on est tous complémentaires les uns les autres et qu'on peut co-créer ensemble et qu'on peut faire des choses magnifiques. Quoi. Ouais. À partir du moment où on croit en nous, on a suffisamment confiance en nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de dingue ensemble? Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que dans l'ikigai, on aborde aussi, moi, ce que j'appelle les fondamentaux? Parce que, tu sais, c'est bien d'aller chercher un petit peu nos talents, d'essayer de trouver vraiment ce qui nous fait vibrer, puis de pouvoir allier, en fait, les deux. C'est-à-dire de mettre à contribution qui tu es, puis en même temps d'être rémunéré, c'est top. Mais est-ce que toi, tu évoques aussi, pour moi, les fondamentaux, tu sais, avant peut-être tout ça, déjà, reprenez les rênes de votre alimentation, faites du sport, attention à votre sommeil, la nature, etc. Ouais. Voilà. Alors, j'aborde ce qu'on retrouve dans les Blue Zones, hein, c'est ces conseils de base. Moi, j'aborde aussi un autre aspect qui est moins évoqué finalement. On est toujours dans le faire en Occident notamment, dans le faire, dans la réussite, dans réussir sa vie, réussir dans la vie plus exactement.
Et on est beaucoup conditionné par nos peurs, la peur de manquer, la peur de l'échec, etc. Et ça nous pousse dans une course en avant qui n'a jamais de fin, finalement, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est à se reconnecter à soi et à notre cœur et à l'être plutôt qu'au faire. Se reconnecter à notre essence profonde en fermant les yeux 2 minutes, en étant dans un état de conscience modifié. On dit, OK, les peurs, on les met dans une boîte 2 minutes. Et là, qu'est-ce que mon cœur a envie de me dire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? En fait, quels sont mes besoins? Et si je cherche quels sont mes besoins et surtout comment les assouvir, ces besoins-là, je pense que là, c'est le chemin qui va vers le bonheur pour être clair. Donc, il n'y a pas que l'aspect mental, action, faire, etc. Il y a aussi soi. Et on se pose 2 minutes, on s'écoute 2 minutes et finalement, arrêtons de chercher dans tous les bouquins qu'il y a derrière moi, arrêtons de chercher les réponses ailleurs parce qu'elles sont là, globalement. Enfin, 100% du temps, elles sont là, les réponses. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que ça peut être aussi très abstrait pour beaucoup de personnes, tu vois, parce que c'est quand même un discours assez ambiant qu'on entend dans le monde du développement personnel, mais tu as déjà toutes les réponses. Toutes les réponses sont déjà en toi. Et je me mets à la place des personnes et je me dis que c'est vrai que ça doit pas être évident, en fait, tu vois, de dire, bah ouais, ok, d'accord, c'est en moi, ok, super. Mais moi, je les trouve pas, en fait, ces réponses. Donc, je pense qu'il y a plusieurs outils pour ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, toi, justement, tu apportes des outils, donc c'est une bonne transition. Voilà. Il y a des outils, alors, on peut aller vers la méditation, vers l'hypnose, mais ou l'auto-hypnose, il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça. Il y a des personnes qui ne savent pas méditer, et c'est OK. Et dans ce cas-là, moi, je propose un exercice d'écriture thérapeutique. En fait, là aussi, on s'apaise, on essaie d'apaiser son mental, on respire calmement, juste ça, et on écrit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Tout ce qu'il y a dans notre tête, toutes ces pensées, là, tu sais, le hamster, on le couche sur le papier, sans forme, sans rien. Voilà. Et on déverse tout ce qu'on a dans le cœur et dans la tête sur ce papier-là. Et on peut prendre le temps de le relire. Et on voit que les idées peuvent se structurer, que finalement, ce qu'on prenait pour des gros problèmes n'en sont pas. En fait, on met de la distance par rapport à tout ça. Et tout d'un coup, ça apaise. Là, on souffle un peu. Et on voit des solutions qu'on n'avait pas forcément envisagées non plus. Donc, quand on dit que les réponses sont en nous, je suis d'accord, elles ne viennent pas comme ça, dire « Ah, mais tiens, c'est évident, ça ne s'affiche pas comme ça en lettres clignotantes. » Mais on peut faire, il y a des petites astuces pour les faire émerger, ces réponses. Et parfois, elles ne viennent pas tout de suite. Hein. J'aimerais bien qu'elles viennent toutes à 100% tout de suite. Parfois, ça met du temps, mais au moins, il faut poser la question. Et quand on pose la question, bizarrement, la réponse arrive peut-être plus tard, mais elle arrive. Oui, c'est ce que j'appelle, moi, appuyer sur pause, tu sais. Qu'à un moment donné, en fait, dans ta vie du quotidien, que tu puisses assez régulièrement appuyer sur pause pour prendre du recul et te poser ces bonnes questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis heureux d'être en couple? Est-ce que je suis heureux d'être parent? Enfin, tu vois, toutes ces questions fondamentales qui me paraissent tellement évidentes, qui sont peut-être d'ailleurs déstabilisantes pour certaines, mais je pense qu'elles ont vocation à générer des déclics, en tout cas pour ceux qui ont envie de passer à l'action. Oui. C'est fondamental de se poser ces questions-là de temps en temps. Ouais, comme tu dis, de se mettre sur pause plutôt qu'être dans notre course effrénée avec le vent du travail, la vie familiale, etc. Et quand je pose cette question-là au coaché que j'accompagne, de quoi tu as besoin? Eh ben, c'est rare qu'on me donne une réponse évidente. De quoi tu as besoin là maintenant? Mais en même temps, c'est fondamental de le savoir. Donc, plus on le fait, plus ça vient facilement. Et de voir de quelle manière je peux y répondre moi sans attendre forcément des autres. Parce que ça commence par là, l'autonomie. Ouais. Et de l'exprimer aussi. Peut-être il y a des besoins qui passent par l'autre et de savoir l'exprimer de manière assertive. C'est un vrai exercice, ça aussi. Oui, complètement. D'ailleurs, tu parles d'autonomie. Ça me fait rebondir au fait que, pareil, de manière sociétale, dans mes croyances, dans mes perceptions, j'ai le sentiment justement qu'on nous déresponsabilise, tu vois, qu'on nous désautomatise. Et que donc, du coup, on doit un peu reprendre les rênes, en fait, de tout ça. Est-ce que j'imagine que l'ikigai aussi nous apporte ça? En fait, tu reprends un petit peu les rênes de ta vie finalement, en fait, quand tu te mets à t'intéresser à... Ouais, c'est ça. C'est complètement ça, parce qu'à partir du moment, en fait, tu as les cartes en main. C'est comme si tu avais les clés dans une maison, tu as toutes les clés. À toi de les enclencher, les clés. À toi de t'en servir de tes clés, parce que de les avoir, c'est bien. Enfin, faut en faire quelque chose. Et on y va pas à pas. On y va mollo. Quand je parlais des actions à mettre en place pour activer ton ikigai, la question que je pose à mes coachés, c'est quel est le premier petit pas que tu peux faire pour aller dans ce sens-là? Si mon rêve, c'est de devenir chanteuse, ok,
c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire? Est-ce que tu peux t'inscrire à une chorale? Non, c'est peut-être trop compliqué pour toi. Ok, qu'est-ce que tu peux faire déjà? Chanter un peu plus souvent chez toi? J'en sais rien. Mais on y va pas à pas. Et quand on y va pas à pas, finalement, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, enfin, toutes ces peurs-là qui sont là, on a tendance à les apaiser et du coup à passer à l'action, à faciliter ce passage à l'action. Une chose après l'autre. Oui, c'est très juste ce que tu dis, notamment au niveau des peurs, quand on est vraiment animé par des peurs qui sont considérables. Je trouve que la plupart, en réalité, du fait que les gens ne passent pas à l'action, se déresponsabilisent, c'est lié à des peurs. Est-ce que, à travers ces outils que toi tu proposes, tu as des clés justement pour faire sauter une après les autres toutes ces peurs qu'on peut avoir? Ouais. J'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Liberté, peur, embrasse ta joie » parce que pour moi, quand on arrive à dépasser une des peurs, c'est là qu'on éprouve la plus grande joie, d'où le titre. Et en fait, une peur, c'est un peu comme le monstre du placard. Tu sais, des enfants, à partir du moment où le parent arrive et allume la lumière, on se rend compte que il n'y a pas de monstre en fait. Et donc la peur, c'est pareil. Une fois que tu mets un coup de projecteur dessus, tu essaies de décortiquer, ok, pourquoi, comment, etc. Tout d'un coup, ça va mieux, c'est plus petit, le monstre il devient une petite chose. Et on peut trouver des solutions, du coup. On peut passer outre la peur. On peut faire malgré la peur aussi. Ok. Donc, en fait, tu sous-entends que, finalement, il y aurait très peu de vraies peurs? Alors, il y a des peurs qui touchent à notre sécurité. Ou, voilà, je peux avoir peur parce que j'ai une personne malade à côté de moi. Il y a des peurs plus viscérales que d'autres. Ou si je suis vraiment en danger, bien entendu. Mais la grande majorité de nos peurs sont des constructions mentales qui ne reposent sur rien. Et très souvent, on se dit après coup, j'ai eu peur pour rien. Souvent, c'est que 99% du temps, c'est ça. Donc, à partir du moment où on sait qu'on construit ça intellectuellement, on peut construire une autre vision aussi. Ok, j'imagine que ça va mal se passer, que ça va être terrible. Ok, comment ça pourrait se passer bien aussi? Et à partir du moment où on équilibre un peu tout ça, ok, on peut avoir ce côté prévoyant, on anticipe, mais on a aussi cette énergie positive qui nous permet de passer à l'action. Parce qu'on a changé notre état d'esprit, on a changé nos lunettes et on voit, waouh, ça pourrait être chouette aussi. Les gens qui viennent te voir sont des personnes qui sont déjà, tu sais, comme on dit, en chemin. C'est des personnes qui sont, je sais pas, éveillées, qui sont déjà posées plein de questions, qui ont testé les choses, ou c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, je vois, qui sont un peu perdus, en fait, dans le flou artistique? Il y en a certains qui sont perdus et qui n'ont pas du tout entrepris le chemin du développement personnel. La plupart des personnes qui viennent me voir sont soit des lecteurs, donc ils sont quand même sensibilisés, ou des personnes qui ont écouté des podcasts dans lesquels je suis intervenue. Donc, il y a quand même cette ouverture-là. Et puis, je pense qu'on ne vient pas voir quelqu'un par hasard. Donc, il y a une espèce de sensibilité, je pense, qui connecte les gens entre eux. Mais ça m'est arrivé de travailler avec des personnes très, très pragmatiques et vraiment dans le faire et dans le dur. Et là, je m'adapte, mais on y va plus doucement dans les concepts. Oui, j'imagine. Oui, parce que c'est pareil, on est tellement conditionné à avoir une perception de la chose, de la vie, de tellement de choses que ça peut mettre beaucoup de temps d'une personne à une autre pour, ne serait-ce que, comme tu disais, c'est changer de regard, changer de lunettes et voir les choses différemment, bien sûr. Tu es en cours d'écriture d'un autre livre, là, d'un 14e ou Je suis sur le 15e, là. 15e. 15e, et je suis en train de réécrire un autre livre, un ancien livre qui a été racheté et qui va sortir en octobre aussi. Je n'ai pas encore le titre, alors ne demande pas, je ne sais pas, mais voilà. Bravo. Je pense que c'est très simple, non? On tape Marie-Lise Trécourt dans un moteur de recherche et on doit livre derrière, par exemple, on tombe tout de suite sur tes bouquins. Ouais, okay. C'est assez facile. Et pour les gens qui aimeraient te contacter, on fait comment? Alors, j'ai un site qui s'appelle réécrittavie.com. Okay. Dans lequel il y a toutes les informations que je vous ai données sur le coaching et mes livres aussi, si je suis à jour de cette rubrique-là. Mais voilà, normalement, il y a tout. D'accord. Tu es présente sur les réseaux sociaux? On te trouve, tu sais, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ça? Avec mon nom, Marie-Lise Trécourt. Alors, il faut mettre le I en premier et le Y derrière. Oui. Et sur Instagram, Facebook... pas trop TikTok, mais... Okay. Ça commence à faire beaucoup de réseaux au bout d'un moment. Oui, c'est ça, il faut tout gérer. J'avoue, Donc, on te retrouve, Marie-Lise, au mois de juillet, donc le 12-13 juillet, au Palais des Congrès à Arcachon, pour t'écouter, prendre des notes. Donc, venez avec de quoi noter, parce que tu vas nous transmettre beaucoup de choses. Ouais. Et parce que je vais faire travailler les gens aussi. Ouais. Donc, il faut noter. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est
La vie est trop courte pour s'encombrer de peur. Alors allons-y, amusons-nous et vivons. Ah, mais ça, c'est on va s'amuser au congrès, ça c'est clair. Moi, j'ai une question pour toi, Marie-Lise, que j'ai posée à 1500 personnes dans 25 pays. C'est quoi le bonheur pour toi? Comment ne pas répondre une platitude? Parce que j'allais te répondre, le bonheur, c'est le chemin, mais c'est exactement ce que je crois. C'est de cheminer vers nos besoins, j'en parlais tout à l'heure. Quoi j'ai besoin, moi, pour être heureuse? Et c'est ce cheminement-là qui m'apporte le bonheur, pas forcément l'assouvissement, mais y aller vers ce dont j'ai besoin et surtout le partager avec tous ceux qui sont autour de moi. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour ce moment ensemble. Merci à toi. Avec joie, hâte de te retrouver à Arcachon. Alors, peut-être pas en maillot de bain, mais en tout cas, j'y serai. Bon, peut-être pas en maillot de bain sur scène, mais après, on peut rester. Après, on verra. À tout bientôt, Marie-Lise. Belle journée. Merci, Julien. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà, les amis, c'était Marie-Lise Trécourt qui était avec nous pour parler de la conférence qu'elle va donner au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Je vous rappelle, c'est le 12-13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon, si vous voulez venir l'écouter. Donc, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, dans un moteur de recherche, ou même congrès bonheur, je pense que vous tomberez sur le site. Il reste des places, donc n'hésitez pas, on va passer un bon moment. Ça va être chouette, c'est vraiment, une fois de plus, ça fait vraiment beaucoup de bien de se retrouver tous ensemble. Je vous rappelle qu'il y a 10 conférences donc participatives. Il y a 30 exposants, 8 ateliers pour vivre aussi encore plus des expériences à travers le corps. Et 700 personnes qui vont être sur place, qui vont vibrer beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, d'empathie, en tout cas tout ce qu'on est d'origine en tant qu'être humain. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qu'on a réalisée en 2023. Donc c'était notre première édition. Et on se retrouve tout bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.